Je crois qu'il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle une erreur. Souvent, on va regarder un résultat, et on va dire « c'est donc qu'il y avait une erreur ». Évidemment, le raisonnement est un peu court, parce qu'on peut prendre la meilleure décision possible avec les éléments dont on dispose au moment où on la prend, et prendre un risque, ce qui est la définition de ce que fait un dirigeant d'entreprise, et se retrouver avec un résultat qui n'est pas celui qu'on voulait, et néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on a commis une erreur. Inversement, on peut avoir beaucoup de chance et se retrouver avec un résultat qui est très bon, alors qu'en fait on a pris une décision qui n'était pas optimale. Donc déjà, quand on parle d'erreur, il faut bien être conscient qu'on doit analyser l'erreur, s'il y en a une, au moment où la décision se prend, à l'aune des objectifs qu'on a à ce moment-là, et en fonction des informations dont on dispose, et que c'est comme ça qu'on regarde si une erreur a été commise ou pas, ce qui complique déjà un peu l'analyse. Ensuite, moi je m'intéresse pas à toutes les erreurs en général, parce qu'il y a des erreurs qui sont dues à l'inattention, à l'incompétence, à des tas de choses. Je m'intéresse aux erreurs récurrentes, c'est-à-dire aux erreurs où, dans un type de décision particulier, on va avoir une récurrence des erreurs, à tel point que dans certains cas, on peut dire que l'erreur est presque l'exception plutôt que la règle. Et ces erreurs-là, telles que à la fois l'expérience et la littérature scientifique nous les montrent, il y en a en fait trois grandes catégories. Il y a d'abord des erreurs d'action, où on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Par exemple, les grandes acquisitions, on peut constater, on démontre scientifiquement que la tendance à surpayer les acquisitions est très très nette, et que donc on finit par faire, au prix où elles se font, des acquisitions qu'on ne devrait pas faire. Première catégorie. Deuxième catégorie, des erreurs d'inertie, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on ne fait pas les changements qu'on devrait faire, on ne prend pas les décisions qu'on devrait prendre. Là, l'exemple type, il y en a plusieurs, mais l'exemple type, c'est la tendance des grandes entreprises multi-activités à ne pas réallouer suffisamment leurs ressources entre leurs activités, c'est-à-dire à conserver à peu près le même mix d'allocation de ressources entre leurs activités, même quand la situation externe change beaucoup, simplement par inertie de l'allocation de ressources. Donc deuxième grande catégorie. Et puis troisième catégorie, c'est ce que j'appellerais des erreurs de modèle mental, c'est-à-dire la tendance, là aussi assez systématique, à adopter un cadrage de la question stratégique qui se pose, qui est souvent trop étroit et en tout cas pas adapté. L'exemple type ici serait le recours aux, entre guillemets, bonnes pratiques, c'est-à-dire la tendance à aller chercher une solution toute faite à un problème stratégique dans une autre entreprise, sans se demander si cette solution est pertinente, si elle est effectivement à l'origine du succès de l'entreprise qu'on a observé, ce qui n'est pas toujours le cas, et surtout si elle est applicable à la situation qu'on est en train de regarder. Alors je ne sais pas si je les explique, en tout cas j'essaye de contribuer à les expliquer. Il y a déjà beaucoup d'explications. Je vous parlais par exemple des acquisitions. Une des explications classiques de la tendance des entreprises à surpayer les acquisitions, c'est dans la théorie de l'agence, le fait qu'on impute aux dirigeants une volonté d'agrandir leur empire, d'augmenter éventuellement indirectement leur rémunération, de prendre des risques parce qu'ils seraient bénéficiaires en cas de succès et qu'ils ne seraient pas symétriquement pénalisés en cas d'échec. Bref, il y a des tas d'explications. Ce que, pour ma part, j'essaye de démontrer, c'est que dans un certain nombre de ces cas, ces explications ne sont pas suffisantes et qu'il faut y ajouter des explications de nature cognitive, et en particulier des explications qui tiennent au fonctionnement de ce que Daniel Kahneman appelle le système 1 et le système 2 dans l'esprit des dirigeants, le tout étant amplifié par des biais de groupe. Je prends un exemple, par exemple sur les biais d'inertie. On peut voir qu'il y a des phénomènes d'ancrage sur les budgets historiques qui se manifestent dans les négociations budgétaires, et on peut faire l'hypothèse que ces phénomènes d'ancrage contribuent à l'inertie dans l'allocation de ressources dont j'ai parlé. C'est un exemple parmi d'autres, ça n'est pas un biais qui conduit, ou un phénomène comme l'ancrage qui conduit à une erreur stratégique, c'est plus compliqué que ça, mais un certain nombre de phénomènes de nature cognitive se combinent les uns avec les autres et avec d'autres explications qui existent pour contribuer à produire des erreurs, ce qui contribue à expliquer pourquoi ces erreurs sont justement systématiques. Parce qu'au fond, ce qui est perturbant, enfin ce qui mérite analyse, c'est pas qu'on commette des erreurs, tout le monde sait que l'erreur est humaine, c'est qu'on commette des erreurs systématiques qui ne sont pas corrigées en dépit du fait qu'on a démontré qu'on les a commises de nombreuses fois. Et c'est là qu'on a besoin de trouver une explication un peu plus profonde que celle qu'on a tendance à trouver en première analyse.
Si on part du principe qu'une des explications de ces erreurs stratégiques tient au biais cognitif des individus, et en particulier au biais cognitif des dirigeants, alors l'implication de ça, c'est que le dirigeant tout seul ne peut pas éviter ces erreurs, en tout cas pas systématiquement. C'est pas comme si on commettait une erreur normale, entre guillemets, une erreur d'analyse, une erreur de calcul, où on peut se dire « Ah, j'ai fait une erreur, j'ai compris, j'apprends, je ne la ferai plus ». La définition même d'un biais cognitif, c'est qu'on n'en est pas conscient au moment où il s'exerce, et donc on ne peut pas décider soi-même de le surmonter. L'implication de ça, c'est qu'en fait la seule solution, le seul salut, vient de la méthode de décision, du fait qu'une entreprise, qu'une organisation va adopter des méthodes pour prendre un certain nombre de types de décisions qui vont réduire l'incidence des erreurs. Je reprends l'exemple des acquisitions. On peut faire l'hypothèse, et on peut constater d'ailleurs sur des exemples, que les entreprises pour qui les acquisitions deviennent une routine, c'est-à-dire les entreprises qui ont mis en place un processus d'identification, de due diligence, de décision face à des acquisitions, commettent moins d'erreurs quand il s'agit de faire des acquisitions que les entreprises qui font une grande acquisition une fois de temps en temps. Ça, c'est un indice, c'est pas une preuve, mais c'est un indice qui tend à montrer que sur cet exemple-là, le fait de mettre en place un bon processus de décision, une bonne routine de choix stratégique, va les amener à prendre des décisions dans lesquelles il y a moins d'erreurs. Donc, si je dois le résumer d'une phrase, pour limiter les erreurs stratégiques, le salut est dans la méthode de décision.